En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont annoncé la fin de la vaccination contre la maladie à virus Ebola à Mbandaka, ville du nord-ouest du pays. Au total, 1112 personnes ont été vaccinées. Au Mozambique, Osufo Momadé, le nouveau chef de l'ex-rébellion devenue opposition, la Renamo, a rejoint le maquis du centre du pays où s'était retranché son dirigeant historique Afonso Dhlakama, décédé il y a un mois. Et puis en Éthiopie, le Parlement a levé ce mardi l'état d'urgence qui avait été instauré pour 6 mois le 16 février dernier au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont annoncé hier lundi la fin de la vaccination contre la maladie à virus Ebola à Mbandaka, grande ville du nord-ouest du pays. Selon des chiffres du ministère congolais de la Santé, au total, 1112 personnes ont été vaccinées. Le point à travers ces images. La vaccination contre la maladie à virus Ebola, lancée il y a 2 semaines à Mbandaka, grande ville du nord-ouest de la République démocratique du Congo, a pris fin. Dans un communiqué rendu public par le ministère congolais de la Santé, la ceinture de vaccination à Mbandaka a été bouclée. Toutes les personnes cibles pour la vaccination à Mbandaka, à savoir les professionnels de santé, les contacts des cas confirmés et les contacts des contacts, ont été vaccinés. Depuis le lancement de la vaccination le 21 mai dans la région, au total, 1112 personnes ont été vaccinées, dont 567 à Mbandaka, 269 à Bikoro et 276 à Iboko. Dans son dernier bilan daté du 2 juin, le ministère a compté 25 décès sur 53 cas confirmés ou suspects. L'épidémie d'Ebola a été déclarée le 8 mai à Bikoro, à 100 km de Mbandaka et 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis l'apparition de la maladie sur le sol congolais en 1976. Restons en République démocratique du Congo où le parc des Virunga, situé dans l'est du pays, a annoncé qu'il resterait fermé aux touristes jusqu'à la fin de cette année. Cette décision a été prise le temps de prendre des mesures contre l'insécurité après plusieurs incidents meurtriers dans la région. Le parc des Virunga dans l'est de la République démocratique du Congo restera fermé aux touristes jusqu'à la fin de l'année 2018. La décision a été prise par le patron du parc, le Belge Emmanuel de Meraude, le temps de prendre des mesures contre l'insécurité qui règne dans la région. Dans un communiqué, le responsable du parc a estimé que des mesures bien plus robustes que dans le passé sont nécessaires pour que les Virunga soient visités en toute sécurité. Ces mesures vont nécessiter un investissement très significatif, ce qui rend, selon le communiqué, impossible cette année la réouverture du parc au tourisme. Le parc des Virunga avait annoncé sa fermeture aux touristes après la mort de Ranger et l'enlèvement de 3 personnes, dont 2 touristes britanniques, le 11 mai dernier. Ils avaient été libérés 2 jours plus tard. 2 militaires et 1 civil ont encore été tués le 21 mai dans une attaque d'armes armées contre un convoi dans le parc. Le 9 avril, 5 gardes et un chauffeur avaient été tués par des assaillants non identifiés. Au total, 176 personnes ont été tuées en 20 ans. À la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, les Virunga s'étendent sur 7800 km² dans la province du Nord Kivu, fief de plusieurs milices et groupes armés. Au Mozambique, Osufo Momadé, le chef par intérim de l'ex-rébellion, la Renamo, devenu parti d'opposition, a rejoint le maquis du centre du pays où s'était déjà retranché le dirigeant historique du mouvement, Afonso Dhlakama, décédé le mois dernier. Selon une annonce faite à la presse par un porte-parole du parti, il s'est installé à Sofala, dans la forêt des montagnes de Gorongosa. Les détails. Osufo Momadé s'est installé à Sofala, dans la forêt des montagnes de Gorongosa, le maquis du centre du pays où s'était retranché le dirigeant historique du mouvement, Afonso Dhlakama, décédé le mois dernier. Pendant son séjour à Gorongosa, le chef par intérim de la Renamo, l'ex-rébellion mozambicaine, devenue parti d'opposition, aura pour mission de poursuivre le dialogue en cours renoué par Afonso Dhlakama avant sa mort avec le président du pays, Philippe Nyusi, afin d'établir une paix réelle dans le pays.
Les discussions de paix engagées du vivant d'Alfonso Dhlakama ont déjà abouti à l'adoption par le Parlement d'une réforme de la Constitution de décentralisation qui devrait permettre à la RENAMO de diriger plusieurs des 10 provinces du pays. Le dialogue se poursuit entre les deux camps sur la question épineuse de l'intégration des combattants armés de la RENAMO dans l'armée et la police mozambicaine. Ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile en 1992, la RENAMO avait repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, sur le pays. En Éthiopie, le Parlement a levé ce mardi l'état d'urgence qui avait été instauré pour une durée de 6 mois le 16 février dernier. Cet état d'urgence, faut-il le rappeler, a été décrété au lendemain de la démission surprise de l'ancien Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Réuni ce mardi matin, le Parlement éthiopien a voté en faveur de la levée de l'état d'urgence. Et ce, en raison de la stabilité relative et du calme dans le pays, notamment depuis la prise de fonction du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed en avril dernier. Issu de l'ethnie Oromo, ce dernier a en effet multiplié les déclarations d'apaisement et de concorde. Pour mémoire, l'état d'urgence avait été instauré pour 6 mois le 16 février dernier, au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. L'ancien Premier ministre avait été emporté par la crise politique, marqué par d'importantes manifestations antigouvernementales violemment réprimées. Le mouvement de protestation avait débuté fin 2015 en région Oromo, dans le sud et l'ouest, la plus importante ethnie du pays, puis s'était étendu courant 2016 à d'autres régions, dont celle des Amharas dans le nord. Et selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme, liée au gouvernement, sa répression a fait moins de 940 morts. Au Mali, la tension monte entre opposition et pouvoir. Le gouvernement juge mensongères et calomnieuses les affirmations de l'opposition qui lui a reproché d'avoir fait usage de balles réelles lors des manifestations du week-end dernier. L'opposition, quant à elle, réclame l'ouverture d'une enquête. Reportage. Nous sommes à 2 mois de la présidentielle du 29 juillet au Mali et le ton commence à monter. La manifestation organisée le 2 juin par l'opposition fait toujours polémique. Les affrontements entre manifestants et police ont fait 25 blessés selon une source hospitalière. Le point d'achoppement, c'est la déclaration de l'opposition selon laquelle les services de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants. Le gouvernement s'en dit indigné et dément formellement et avec vigueur cette affirmation. Pour le Premier ministre malien, Soumeïlou Boubèye Maïga, tout ceci relève de la fabulation et n'a d'autre but que de distraire le peuple et le gouvernement malien des préoccupations du moment que sont la paix et la sécurité pour des élections transparentes, justes et crédibles. Le chef de l'opposition Soumaïla Cissé a réclamé une enquête après avoir dans un communiqué affirmé que les services du Premier ministre avaient fait usage de balles réelles lors du passage de son convoi à proximité du siège de l'ADP où les dirigeants de l'opposition s'étaient rassemblés. L'opposition manifestera à nouveau le 8 juin pour réclamer des élections transparentes et un accès équitable à l'ORTM, entendez la radio-télévision publique. Le gouvernement a officiellement convoqué fin avril le corps électoral pour le scrutin du 29 juillet, pour lequel une quinzaine de candidats se sont déjà déclarés. La campagne officielle doit débuter le 7 juillet. La pollution au plastique est cette année au cœur de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Selon l'Agence de l'ONU pour l'environnement, le plastique est un très gros problème en Afrique. Sur le continent, 4,4 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année, selon des chiffres de 2010 utilisés par l'ONU. Le plastique et la gestion des déchets en général est un très gros problème en Afrique. De nombreux pays africains prennent actuellement cette question au sérieux et un certain nombre de pays ont adopté une législation interdisant le plastique à travers l'Afrique. Je donne l'exemple du Maroc, du Rwanda, du Kenya. Tous ces pays mettent en œuvre de manière efficace l'interdiction du plastique.
D'après nous, oui, elle a été mise en œuvre. La communauté et la population sont conscientes du danger du plastique. Comment le plastique peut nuire à l'environnement, leur écosystème, leur économie et le développement social réel. Ils sont conscients et ils respectent la mise en œuvre de cette interdiction. Si vous regardez aujourd'hui le plastique, la plupart du plastique qui se trouve dans l'océan provient de l'utilisation quotidienne de plastique à usage unique. Nous ne devrions pas seulement voir la pollution plastique comme un problème. Nous devons le voir sous les angles différents car cela crée aussi des opportunités d'emploi. Restons dans le registre de l'environnement pour dire que dans le but de lutter contre la pollution, le Kenya a interdit depuis hier lundi l'utilisation, la fabrication et l'importation de sacs en plastique, délits pour lesquels le contrevenant encourt une peine de prison ou une sévère amende. Chaque année, plusieurs millions de tonnes de plastique sont déversées dans l'océan. Les premières victimes sont les tortues de mer. Reportage. Kai est une tortue de mer. Trouvée par un pêcheur près des côtes kenyanes, elle flottait à la surface, le signe d'un mal-être pour ces reptiles. Elle est aujourd'hui soignée dans la clinique pour tortues de Watamu. C'est quand la tortue a commencé à déféquer que nous avons réalisé qu'elle avait ingéré du plastique. Ce qui se passe habituellement, c'est que si la tortue mange quelque chose d'artificiel qui ne peut pas être digéré, le système de digestion se bloque, ce qui fait que la nourriture commence à fermenter et à former du gaz. Chaque année, plusieurs dizaines de tortues ont besoin d'une prise en charge urgente suite à l'ingestion de plastique. Tout l'écosystème marin en souffre. Selon le Fonds mondial pour la nature, près de 9 millions de tonnes de plastique finissent dans la mer chaque année. 80% des déchets dans l'océan sont en plastique. Et le plastique pose évidemment des problèmes énormes. Et depuis 1960, on produit 20 fois plus de plastique. À Watamu, les habitants font ce qu'ils peuvent. Chaque semaine, un groupe de personnes se retrouve pour ramasser le plastique sur la plage. Au centre de soins des tortues, des programmes sont mis en place pour sensibiliser la population locale. Le centre travaille avec 30 écoles pour faire fonctionner un programme de scouts marins. Les enfants peuvent apprendre à connaître ces animaux et aider à sauver certains d'entre eux. Un travail important pour la survie des espaces marins. Nous nous concentrons sur les tortues parce que c'est une espèce menacée, mais aussi parce que c'est une espèce charismatique. C'est plus facile d'attirer l'attention des gens avec une tortue plutôt qu'une raie ou un autre poisson bizarre. Mais elles sont également un bon indicateur pour déterminer la santé de notre écosystème. Après avoir récupéré toutes les informations utiles sur cette tortue, puis lui avoir mis une bague d'identification, les scouts peuvent la relâcher. Plus de peur que de mal pour celle-ci, elle s'était retrouvée coincée dans un filet de pêcheurs, mais elle peut maintenant reprendre le large. À l'approche de la Coupe du monde de football, la star Cristiano Ronaldo a rejoint depuis hier ses coéquipiers de l'équipe du Portugal. Il s'est même entraîné avec l'équipe, ce qui est très motivant d'ailleurs pour ses coéquipiers. Nossa tarefa, como sempre foi, é entrarmos em campo para impor o nosso jogo. La tâche que nous avons est d'imposer notre jeu pour que nous puissions passer aux jeux les plus importants de la compétition. E continuarmos o nosso trajeto até aos jogos oficiais. Claro que com a presença do Cristiano. Notre groupe est maintenant complet et il est évident que la présence de Cristiano nous permet de nous regrouper autour de notre principal objectif de victoire et progression. E espero que ele nos possa ajudar, como tem vindo a ajudar até agora, a atingir os nossos objetivos. O nível de exigência está sempre a top. Nous nous sentons au mieux de notre forme. C'est très motivant de l'avoir parmi nous. C'est évident avec le meilleur joueur du monde, mais il nous permet aussi de nous faire tous progresser afin d'y arriver tous. Dar o nosso máximo para também conseguirmos evoluir cada vez mais. Et c'est sur cette note de sport que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.